des questions un peu plus d'actualité. Moi, je voudrais tout d'abord vous questionner sur les élections européennes. Alors, le scrutin européen approche à grands pas avec les élections qui est le 9 juin prochain en France et dans les 26 autres États membres de l'Union européenne. Pour vous, ces élections sont-elles le premier tour des élections présidentielles de 2027 en France, comme l'exprime une grande partie du paysage politique français, comme la France Insoumise ou le Rassemblement National? C'est une question très intéressante et sur un enjeu fondamental. Et je suis un peu les élections européennes telles qu'elles se passent en France, mais telles qu'elles se passent également dans d'autres pays européens. Et je suis frappé par une chose, c'est que nous avons sans doute un changement, et pas pour le meilleur, de génération politique et de génération d'hommes politiques. L'Europe, après la guerre, s'est faite avec des hommes qui avaient une vision sur le long cours, qui a nourri un projet, qui n'est pas seulement un projet, je dirais un projet économique, qui n'est pas seulement un projet technique, mais qui était un projet humain et rassembleur. Robert Schuman, Jean Monnet, pour ne citer que les Français, mais les autres, étaient animés par quelque chose, par un projet à la fois de vie et d'humanité. C'est comme ça que je définirais l'Europe, et c'est l'une des raisons pour lesquelles, moi, centrafricain à l'origine, uniquement centrafricain, le petit jeune centrafricain qui était dans la brousse de Centrafrique, a regardé avec intérêt l'Europe, est arrivé en Europe. Et je parle de moi, mais c'est la raison pour laquelle également l'Europe était attractive. Pour d'autres. Et s'est élargie à plusieurs reprises parce qu'il y avait un projet auquel les peuples d'Europe souhaitaient participer. Et ce projet, c'était de construire pas à pas un destin commun. Et un destin commun, je disais tout à l'heure, pour l'humanité, parce que le projet, c'était plus jamais de guerre en Europe. Ce qui a produit l'Europe, on y reviendra peut-être avec la guerre Russie-Ukraine, ce qui a produit l'Europe, c'était la détermination de faire en sorte que le continent européen ne soit plus producteur d'un conflit qui va embraser le monde. Parce que la Première Guerre mondiale, ça a été ça. C'est parti d'Europe, ça a embrasé le monde. Deuxième Guerre mondiale, c'était ça. Et ce projet-là, aujourd'hui, alors même que nous sommes dans un temps où les hommes politiques n'ont que l'Europe à la bouche, il n'existe plus, parce qu'il n'y a plus de vision politique. L'Europe en commun. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand vous évoquez dans cette campagne, c'est le soi national et personnel qui prévaut, et l'Europe est un prétexte. C'est pour ça qu'on présente les élections européennes comme le premier tour des présidentielles, comme le premier tour. Ça marque l'échec, pas des institutions, mais c'est l'échec d'une idée. C'est l'échec d'une idée qui était plutôt d'aller vers les autres et de construire ensemble. Aujourd'hui, on prend prétexte des autres pour se barricader chez soi. Et c'est un peu... et puis c'est aussi, si on voulait être méchant avec des politiques, mais ça fait partie du débat public, n'est-ce pas? Ça fait partie du débat public. C'est un manque inouï d'imagination politique et de créativité argumentative que de fonctionner de cette manière-là. Je le dis d'autant plus aisément que je suis à l'université et que nous les regardons, les politiques, là-bas en train de fonctionner. Mais pour revenir à la question fondamentale, me semble-t-il, ces élections européennes vont donner sans doute des députés. Ils vont donner des députés qui vont jouer un très grand rôle compte tenu du système institutionnel aujourd'hui. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on produise, que ce soit sur la base de ce type de discours nationaliste, pour aller dans des institutions européennes, mais pour promouvoir quoi? Quelle idée européenne et quel projet européen? Vous me parliez du fait que c'est pas un échec des institutions, mais moi je pense que
enfin, notamment sur le sentiment européen de la jeunesse et des Européens en général. On avait aussi ce débat sur est-ce que les Européens se sentent vraiment européens ou ils ne se sentent pas plutôt juste français, italiens, allemands. On n'a pas vraiment ce sentiment européen en soi d'intégrer à nous. Parce que je ne sais pas pour quelle raison, mais en fait, c'est devenu tellement facile, par exemple, dans l'espace Schengen, alors que c'était quelque chose d'inimaginable il y a quelques années. Bah aujourd'hui, c'est trop facile peut-être, donc on n'a pas cette conscience de il s'est passé tant de choses pour arriver à là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Alors, dire que c'est parce que c'est trop facile que ça ramène maintenant au nationalisme, ou ça ramène à soi, ça peut être dangereux, parce que c'est un des acquis, je crois, fondamental de l'Europe, de la construction européenne, que d'avoir permis que les citoyens puissent circuler librement dans cet espace-là. Et d'ailleurs, l'enjeu initial de la déclaration Schuman, vous le retrouvez dans la déclaration Schuman, l'enjeu initial, c'était ça. Okay. C'était de construire une Europe pas à pas, mais qui est fondée justement sur le rapprochement selon la méthode pragmatique, sur le rapprochement entre les citoyens. C'est en voyageant, c'est en rencontrant les autres qu'on se construit un destin commun et qu'on se construit une vision commune. Et d'où la libre circulation des personnes est vraiment le premier des maillons et le maillon essentiel de ce qui a été construit jusqu'à maintenant. Bon, je pense que il ne faut pas avoir une vision exclusivement pessimiste. La circulation aujourd'hui, vous jeunes par exemple, il ne vous viendrait pas à l'esprit qu'on vous mette un obstacle ou une entrave quand vous voulez aller de Paris à Bucarest, ou si vous voulez quitter Bucarest pour aller à Prague ou dans une autre capitale européenne. Et ça, c'est rentré dans votre vie. C'est un élément de votre vie. Et c'est un élément qui a été un élément de conquête. Et je pense que la jeunesse, quand bien même il y a ce discours-là, nous avons des générations, et la vôtre en fait partie, nous avons ces générations-là pour qui la normalité, c'est ça. Oui, c'est ça. La normalité, c'est l'absence de frontières en Europe, c'est qu'on puisse interagir, c'est qu'on puisse le faire dans un cadre de formation. Plus tard, vous vous engagerez dans l'activité professionnelle, c'est de pouvoir discuter très simplement, aller voir, tenir des réunions à tel endroit. Votre espace, j'ai failli dire espace vital, mais le terme a été tellement saturé et maltraité à une certaine époque, avant que l'Europe ne puisse venir, que je n'emploierai pas le terme espace vital, mais votre espace de vie, votre espace de construction, c'est l'espace européen. Et c'est cette conquête-là. Et c'est pourquoi je pense que malgré les discours des politiques, il y a, je crois, il ne faut pas être pessimiste parce que ce ne sont pas ces discours politiques-là qui forgent l'Europe. Ils forgent une certaine conscience européenne sur le long cours. Et ce sont les crises. C'est à l'occasion des crises qu'on mesure le degré d'appartenance commune, le degré de sentiment commun, et c'est lorsqu'on commence à porter atteinte à nos droits que l'on se rend compte que ce que les anciens avaient fait jusqu'alors était quand même formidable et avait permis d'avoir des acquis aujourd'hui que vos parents n'avaient pas hier. Donc, la campagne, il est dommage que cette campagne glisse de cette manière, mais nous n'avons pas le temps ici. Je crois que c'est une évolution politique plus générale en Europe et dans le monde. De la politique spectacle, avec des médias sans idée, sans vision, sans proposition. Je suis un peu méchant, mais je pense que parfois, c'est sans être méchant, hein, parfois il faut employer les bons mots si l'on veut décrire la chose. On voit quand même la montée de l'euroscepticisme, un repli sur soi et une forte montée du nationalisme. On le voit en France avec le Rassemblement national qui est promis dans les sondages et je pense qu'il va faire un gros score aux élections européennes. En Italie, on a la montée de l'AfD en Allemagne. Est-ce que vous avez peur pour l'avenir de l'Union européenne ?
je suis partagé pour répondre à votre question. À la fin de la dernière question, je vous ai parlé de la génération actuelle, des générations actuelles et de leur rapport au territoire européen et de leur rapport aux autres Européens. Pour moi, c'est un élément, c'est l'élément qui permet aujourd'hui de ne pas désespérer et même d'être rempli d'espoir. Moi, je crois que l'Europe ne se dissoudra pas de cette manière-là, en tout cas pas tout de suite. Il y a dans cette génération-ci, je dirais, un socle qui saura, le moment venu, réagir. Ce n'est pas parce qu'il y a des groupes, voire des groupuscules qui sont très actifs, qui s'agitent, qui parlent fort. Ce n'est pas parce qu'ils parlent fort qu'ils ont forcément raison et qu'ils représentent les forces structurantes de l'Europe d'aujourd'hui. Et donc, il y a cet aspect-là qui fait que moi, je continue à croire dans le destin européen, mais il y a des dangers. Il ne faut pas se masquer ces dangers-là, se voiler la face. Le discours finit par entrer dans des esprits. Les esprits finissent par se structurer d'une certaine manière, par penser et par poser les actes qui correspondent aux pensées, n'est-ce pas ? Par conséquent, ces discours-là sont inquiétants, au minimum. Mais ils montrent aussi un paradoxe européen. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de parti qui tire autant profit ou qui s'organise autant pour tirer profit de l'Europe que les partis que vous mentionnez. Il n'y a pas de parti qui se structure sur des réseaux européens systématiquement, autant que les partis souverainistes, nationalistes que vous évoquez. Mais bon, c'est aussi la vie, le paradoxe. Donc, merci beaucoup.